En 1945, les premières bombes atomiques de l'histoire de l'humanité s'abattent sur Hiroshima et Nagasaki. Sous le regard horrifié du monde entier, plus de 170 000 personnes perdent la vie suite à ce bombardement. La Seconde Guerre mondiale a entraîné la mort de plus de 60 millions de personnes. La bombe atomique met fin à ce conflit en moins d'1 mois. Mais la boîte de Pandore est désormais ouverte. Elle contient une quantité d'énergie inouïe et elle est très tentante. Une telle puissance est synonyme de mort certaine pour ceux qui la subissent de plein fouet et de grande richesse pour ceux qui parviennent à la maîtriser. Cette centrale gardera une place privilégiée dans l'histoire de notre pays. C'est la première centrale nucléaire de grande envergure exclusivement dédiée à des fins pacifiques. En 1954, la Russie construit la première centrale nucléaire civile. La deuxième voit le jour aux États-Unis. J'ai voté contre l'énergie atomique car je pensais que c'était l'œuvre du diable. Je comprends à présent que j'avais tort. C'est Dieu qui a créé l'atome. Il faudra environ 20 ans pour construire les 100 premières centrales nucléaires de l'humanité. Mais après les 2 chocs pétroliers des années 70, le rythme de construction augmente considérablement. Au milieu des années 80, on compte plus de 360 centrales nucléaires en activité. Mais le 26 avril 1986, un terrible accident survient et va rester gravé dans la mémoire collective de l'humanité. Dans le bloc 4 de la centrale nucléaire ukrainienne de Tchernobyl, un exercice de routine qui consistait à simuler une panne d'électricité tourne à la catastrophe. On ne pouvait pas imaginer que cet événement allait faire complètement basculer nos vies du jour au lendemain. Le non-respect de plusieurs protocoles de sécurité dans le cadre de cette opération entraîne l'augmentation incontrôlable de la pression du réacteur. L'explosion est extrêmement violente. Pendant une dizaine de jours, de nombreuses particules radioactives sont relâchées dans l'atmosphère. C'est la plus grande catastrophe nucléaire du XXe siècle. Remonte! Encore! C'est pas vrai! Il y a de la fumée partout! Les soviétiques essaient d'étouffer l'affaire. Ils envoient plusieurs équipes, qu'on surnommera plus tard les liquidateurs, pour sécuriser la zone de contamination. Mais cette opération est pour ainsi dire une mission suicide. Beaucoup d'entre eux mourront à cause des radiations. Aujourd'hui encore, la zone qui entoure le réacteur accidenté n'est qu'un immense terrain vague. Nous sommes en 2007. Un hélicoptère survole Tchernobyl afin d'évaluer l'état des bâtiments. Pendant les premiers jours qui ont suivi la catastrophe du 26 avril 1986, la priorité était de stopper le plus vite possible la propagation de particules radioactives. L'enceinte de confinement qui avait été construite à la va-vite commence à céder. L'hélicoptère arrive au niveau du réacteur. Les scientifiques remarquent des anomalies sur leur instrument de mesure. L'air présente toujours un certain degré de radioactivité. On estime que le réacteur contient environ 180 tonnes de combustible nucléaire hautement radioactif. Il faut se rendre à l'évidence, l'enceinte de confinement ne parvient plus à arrêter les radiations. La menace de Tchernobyl refait surface. Malgré les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima, la construction de nouvelles centrales nucléaires se poursuit dans le monde entier. À l'heure actuelle, on dénombre 437 réacteurs en activité dans une trentaine de pays. En 2011, l'Allemagne a décrété l'arrêt de ses centrales nucléaires. Leurs normes de sécurité figuraient pourtant parmi les meilleures au monde. Mais la fermeture d'une centrale est une entreprise colossale.
Une installation de ce genre possède une masse totale d'environ 1 800 000 tonnes. Heureusement, les parties susceptibles d'être contaminées ne correspondent qu'à 35% de cette masse. Cette centrale nucléaire de type soviétique a été construite pendant la guerre froide. Elle présente beaucoup de similitudes techniques avec celle de Tchernobyl. Peu après la réunification allemande, son activité a été interrompue pour des raisons de sécurité. Depuis plus de 20 ans, 700 ingénieurs travaillent sans relâche pour démanteler la centrale. Mais cette opération est encore loin d'être achevée. On essaie de décontaminer autant de matériaux que possible, parce qu'on veut limiter la quantité de déchets radioactifs. C'est très compliqué de s'en débarrasser, et ça coûte très cher. On applique plusieurs méthodes de décontamination pour retirer les particules radioactives de la surface des matériaux. Parmi les éléments en acier qui ont été contaminés, beaucoup sont nettoyés avec de l'acide. C'est de l'acide phosphorique. On plonge le matériau dans ce bain, ce qui permet de détacher toutes les particules, ainsi que les parties contaminées. Le liquide est ensuite traité à part et le matériau décontaminé est analysé puis évacué sans aucun risque. Mais que faire des centaines de milliers de tonnes de déchets radioactifs? À l'heure actuelle, aucun endroit au monde ne permet de les stocker en toute sécurité. Le danger que représentent ces déchets est clairement visible dans l'ancienne mine de sel d'Asse, au cœur de l'Allemagne. Jusqu'en 1978, plus de 100 000 tonneaux de déchets radioactifs ont été stockés ici, à 700 mètres sous terre. On dirait presque qu'à l'époque, personne n'a vraiment pris le temps de réfléchir à cette méthode, ni à ses conséquences. Aujourd'hui, cette mine représente une menace considérable pour toute la région. Les tonneaux qui reposent au fond des galeries constituent une véritable bombe à retardement pour l'environnement. À 750 mètres de profondeur, on a de nombreux problèmes d'infiltration. L'eau atteint la zone de stockage et entre en contact avec les déchets. Certains éléments radioactifs sont ainsi relâchés. Plusieurs décennies d'exploitation minière ont fragilisé certaines parties de la roche. À cause de nombreuses fissures présentes, 12 000 litres d'eau s'infiltrent progressivement depuis la nappe phréatique jusque dans la mine. Des matériaux radioactifs s'échappent de certains tonneaux abîmés et contaminent les alentours. L'eau est principalement contaminée par du césium et du tritium. Elle doit également être traitée comme un déchet radioactif. Des pompes et des systèmes de stabilisation ont été mis en place pour éviter l'effondrement d'une partie de la mine. Mais le temps presse, il faut extraire les déchets radioactifs de toute urgence. La mine pourrait subir une grosse inondation que nous serions incapables de maîtriser. C'est donc toute l'eau potable de la région qui risque d'être contaminée. Voici Tchernobyl, en Ukraine, 30 ans après l'accident nucléaire le plus important de l'histoire de l'humanité. L'explosion du réacteur en 1986 a contaminé une zone d'environ 130 000 km² qui s'étend en Ukraine, en Biélorussie et en Russie. À l'époque, environ 5 millions de personnes vivaient dans cette région. Actuellement, la zone de sécurité couvre un rayon de 30 km autour de la centrale. Il faut un permis spécial pour franchir les points de contrôle. Vladimir Usatenko faisait partie des hommes envoyés sur le site de l'accident en 1986. Cette expérience l'a marqué à tout jamais. Quand je suis arrivé sur place, la situation était effrayante. 2 opérations avaient lieu en même temps. L'évacuation des 170 000 résidents de la région
et l'arrivée de 300 000 soldats dans le secteur à risque. Des tentes avaient été installées un peu partout et on voyait beaucoup de militaires déployés aux alentours de la centrale. Les soviétiques obligent de nombreuses personnes à venir sur place pour résoudre les problèmes immédiats. Ils ne se doutent pas que cette mission va entraîner la mort de beaucoup d'entre eux. En arrivant sur les lieux de la catastrophe, un spectacle saisissant les attend. L'explosion a complètement détruit le réacteur et une épaisse fumée radioactive s'élève dans les airs. Des hélicoptères vont devoir larguer sur la centrale 5000 tonnes de sable, de plomb et de bore pendant 10 jours pour étouffer l'incendie. Pendant ce laps de temps, des fuites considérables se produisent. L'énergie radioactive qui se répand dans l'atmosphère représente plusieurs milliers de milliards de becquerels. Une grande partie du continent européen sera touchée par cette contamination radioactive. La zone de sécurité maximale commence à 10 km du réacteur. En s'approchant de la centrale, Vladimir Usatenko se souvient de l'état d'esprit de ses collègues de l'époque, ces hommes qui seront plus tard connus dans le monde entier sous le nom de liquidateurs. J'avais l'impression que beaucoup de mes collègues essayaient de cacher leur peur, en manifestant un grand enthousiasme par rapport à leur mission. C'était une situation incroyable. On avait énormément de choses à assimiler. Mais quelle que soit leur attitude, il est indéniable qu'un danger mortel pesait sur eux. En revanche, la peur était beaucoup plus présente la nuit. À chaque fois que je me réveillais, j'entendais des gens tousser sous la tente. On avait tous la gorge irritée parce que nos cordes vocales avaient subi des brûlures au cours de la journée. Je ne me suis jamais senti aussi seul que dans ces moments-là. Les liquidateurs décontaminent la zone au péril de leur vie. Au cours des 6 mois qui suivent l'explosion, une enceinte de confinement surnommée sarcophage est mise en place autour du réacteur. Le premier sarcophage a été construit dans des conditions vraiment extrêmes. Les ouvriers devaient s'approcher le moins possible du réacteur et accomplir un maximum d'opérations à distance. Il était donc impossible de vérifier la stabilité des différentes parties de la structure, parce qu'il y a eu très peu de contacts directs sur le chantier. Mais apparemment, l'humanité a souvent du mal à tirer des leçons du passé, comme en témoignent les centaines de centrales nucléaires qui sont toujours en activité dans le monde entier. Chacune d'entre elles renferme une puissance capable de détruire des millions de vies. Voici la ville allemande de Lubmin, au bord de la mer Baltique. Cette centrale nucléaire n'est plus utilisée depuis 1990 pour des raisons de sécurité. Des spécialistes ont entrepris de la démanteler, mais c'est un processus extrêmement long et difficile. Pour démolir une centrale comme celle-ci, il faut tout d'abord extraire le combustible nucléaire du réacteur. Il s'agit de l'élément dont la radioactivité est la plus élevée. Le bâtiment est ensuite démonté bloc après bloc et chaque partie est décontaminée afin de pouvoir être stockée sans danger. Les équipes ont respecté des procédures de sécurité très spécifiques. Les ouvriers se trouvaient dans un centre de contrôle à 200 mètres du réacteur. Ils ont démonté l'installation en utilisant des caméras et des outils téléguidés. Le combustible nucléaire de la centrale de Lubmin a été extrait au milieu des années 90. Le combustible qui se trouve au cœur d'un réacteur nucléaire est susceptible d'émettre des niveaux de radiation extrêmement élevés. Environ 99% de la radioactivité d'une centrale est concentrée dans son combustible nucléaire. Il contient du plutonium très cancérigène. Les liquidateurs chargés de nettoyer Tchernobyl ont dû remettre à l'intérieur du réacteur le combustible qui s'était échappé. Je ne sais pas combien d'entre eux sont encore en vie. Aucun, j'imagine. Peu après la catastrophe de 1986, les experts soviétiques ont voulu connaître la quantité de combustible qui était toujours présente dans le réacteur.
En effet, à ce moment-là, la centrale émettait toujours plus de 1000 röntgen par heure. Une équipe a donc été envoyée à Tchernobyl pour mesurer la masse de combustible nucléaire restante. Sergueï Kochelev faisait partie de cette expédition en tant que caméraman professionnel. C'était également un bon ami du liquidateur Vladimir Usatenko. Les radiations étaient encore très élevées à ce moment-là. On n'avait même pas d'appareil pour les mesurer. Ça ne vous aurait pas été très utile, ce n'était pas vraiment performant à l'époque. Personne n'y a pensé. Sergueï Kochelev se souvient parfaitement de leur première incursion à l'intérieur de la centrale endommagée. Nos experts ont effectué l'analyse en une seule fois. Mais avant qu'on arrive au réacteur, je me souviens qu'à un moment donné, je me suis arrêté pour vérifier quelque chose sur ma caméra. Et tout à coup, ma lampe torche s'est éteinte. Dans l'obscurité, Kochelev perd contact avec le reste de l'équipe. Je ne savais pas où étaient les autres, et j'ai été pris de panique. Je ne savais pas comment j'allais sortir de là. Mais j'ai eu une idée qui m'a sauvé la vie. J'ai attrapé un câble avec ma main et je l'ai suivi jusqu'à la sortie la plus proche. À son grand soulagement, Kochelev aperçoit le faisceau de la lampe torche d'un de ses collègues. Salle après salle, les membres de l'équipe s'aventurent de plus en plus profondément au sein de la centrale, jusqu'à atteindre le réacteur du bloc 4. J'ai eu l'impression d'arriver sur une autre planète. Ça ressemblait vraiment à ce qu'on voit dans les films qui parlent de la guerre nucléaire. Le sol était couvert de débris. Le combustible nucléaire avait fondu à l'intérieur du réacteur. Il avait traversé la paroi et en s'écoulant dans la pièce située en dessous, il avait refroidi et s'était solidifié. Il a ainsi formé plusieurs grosses colonnes qu'on a appelées pattes d'éléphant à cause de leur forme. Sur les images filmées par Kochelev, on distingue effectivement le combustible nucléaire. Mais est-ce que cela représente bien 180 tonnes, comme l'annoncent les rapports officiels? Usatenko, qui est un spécialiste de Tchernobyl, a quelques doutes à ce sujet. Ils ont découvert qu'il ne restait quasiment plus de combustible nucléaire dans le réacteur. Alors l'Agence internationale de l'énergie atomique a dû expliquer pourquoi on avait toujours minimisé la gravité des conséquences de l'accident. D'après la version officielle, seuls 4% des matériaux radioactifs ont été éjectés du réacteur. Mais les études prouvent que la contamination a été beaucoup plus importante qu'on ne le pensait. À mon avis, c'était plutôt 96%. Une chose est sûre, la vieille enceinte de confinement du réacteur risque de céder. Un nouveau sarcophage doit donc être fabriqué pour éviter que d'autres matériaux radioactifs ne s'échappent du réacteur. La construction a commencé en 2012. Il s'agit de la structure mobile la plus coûteuse du monde. Le budget dépasse les 2 milliards d'euros. Le projet est cofinancé par les États-Unis et l'Union européenne. Pour mener à bien cette entreprise, on devait d'abord évacuer 125 000 mètres cubes de déchets nucléaires. Le sol renferme de nombreux débris contaminés. L'intensité des niveaux de radiation représente une grande menace pour les ouvriers. C'est l'un des chantiers de construction les plus dangereux du monde. On dispose de 5 instruments de mesure qui suivent l'évolution des niveaux de contamination sur le chantier 24 heures sur 24. On a tout mis en œuvre pour éviter que les ouvriers sur le terrain soient soudainement exposés à une forte augmentation des niveaux de radiation. Pour les ingénieurs, l'un des plus gros défis est la mise en place des fondations. Elles s'étendent sur 90 000 mètres carrés et correspondent presque à un quart du budget total. Le temps presse, la vieille enceinte de confinement s'effrite plus rapidement que prévu. Son revêtement extérieur est malmené par les intempéries, tandis que sa structure interne est fragilisée par les matériaux radioactifs qui se trouvent dans le réacteur.
À cause du processus de dissolution, l'intégrité du sarcophage est compromise. La pluie et la neige s'infiltrent à l'intérieur et il ne peut plus remplir correctement sa fonction de protection. Une fois de plus, des êtres humains risquent leur vie en tentant de maîtriser le réacteur de Tchernobyl. Chaque année, les centrales nucléaires produisent 12 000 tonnes supplémentaires de déchets hautement radioactifs. Que pouvons-nous faire de tous ces dangereux résidus? Les spécialistes n'ont toujours pas trouvé de solution satisfaisante pour les stocker définitivement. L'ancienne mine de sel d'Asse en Allemagne a longtemps servi de décharge sécurisée pour les déchets radioactifs. Mais 40 ans après le dernier dépôt, le site constitue une menace nucléaire de très grande ampleur. La mine risque de s'effondrer. Les cavités internes sont soumises à de grandes pressions au niveau du plafond et des murs. Certains conteneurs commencent à se fissurer et il est possible que beaucoup d'entre eux soient très endommagés. Les nombreux puits et tunnels creusés dans la mine ont fragilisé la roche. L'eau qui provient de la nappe phréatique s'infiltre de plus en plus dans les vieilles cavités de stockage. À présent, des matériaux radioactifs s'échappent et contaminent l'eau. Tôt ou tard, la mine tout entière va s'effondrer. Il faut extraire les 120 000 tonneaux de déchets radioactifs qui ont été emmurés au cœur de la mine. On commence par creuser un puits étroit à travers la paroi. Ça nous permet d'analyser la composition de l'air à l'intérieur des cavités. Il faut qu'on sache à quoi s'attendre quand on y entrera pour extraire les tonneaux. On sait également que les fluides contaminés libèrent certaines solutions radioactives. Ça signifie que les déchets radioactifs peuvent s'écouler hors des cavités. Par conséquent, on part du principe que les structures mises en place à l'époque ne sont plus étanches. Ces forages risquent d'endommager les tonneaux et d'augmenter encore les risques de contamination. Mais il s'agit d'un mal nécessaire, car personne ne sait ce qui attend les spécialistes de l'autre côté de ces murs. Ils ont besoin de voir l'intérieur de la cavité pour évaluer l'étendue des dégâts. Il faut donc passer des caméras spéciales le long des puits creusés à travers la paroi. Les enregistrements vidéo permettent d'examiner l'état des parois rocheuses qui entourent la cavité. On analyse également les propriétés mécaniques de la roche avec des radars. Ça nous permet de vérifier que les parois ne vont pas s'effondrer. La fragilité de la roche est un gros problème si on prend en compte toutes les galeries qui ont été creusées au fil du temps. En tout, on estime que plus de 28 kg de plutonium reposent dans les vieilles galeries de la mine de sel. De toute évidence, de nombreuses cavités de stockage sont dans un état critique. Mais si le plan d'urgence échoue et que la roche s'effondre plus rapidement que prévu, plus rien ne pourra empêcher la contamination radioactive de cette région très peuplée. Après l'accident nucléaire de Tchernobyl en 1986, une structure protectrice a été construite à la va-vite par-dessus le réacteur. Mais aujourd'hui, l'énergie nucléaire risque de s'en échapper. Nous ferions alors face à une nouvelle catastrophe de Tchernobyl. Les ingénieurs s'efforcent donc de mettre en place un nouveau sarcophage. Il s'agit de la plus grande construction mobile au monde, conçue pour empêcher les radiations de se répandre dans l'atmosphère. Le sarcophage que nous construisons doit être capable de résister non seulement au vent et à la neige, mais aussi au gel, aux tornades et à des séismes de magnitude 6 sur l'échelle de Richter. Une construction en acier unique au monde a été développée par les ingénieurs afin de garantir la solidité de la structure.
À elle seule, la charpente métallique de base pèse près de 29 000 tonnes. Mais sur le chantier, la radioactivité est toujours 300 fois plus élevée que la normale. On fabrique le sarcophage en plusieurs étapes. Les ouvriers n'ont pas le droit de travailler à plus de 30 mètres de haut, parce que les niveaux de radioactivité augmentent proportionnellement à l'altitude. Pour limiter les risques d'exposition, on organise des relèves très régulières au sein du personnel. Après 2 ans d'efforts, la titanesque structure en acier s'élève enfin, hissée par des systèmes hydrauliques. La forme incurvée du sarcophage devient visible pour la première fois. C'est un grand moment pour l'ingénieur en chef Viktor Zalizetsky et son équipe. L'arche est constituée de 2 parties qui sont fabriquées à 12,50 mètres l'une de l'autre. Elle présente une autre caractéristique. Les éléments qui supportent la masse globale sont fabriqués à partir de tubes rigides de 800 mm de diamètre et de 5 cm d'épaisseur. C'est une construction absolument unique. Le sarcophage est conçu pour tenir pendant 1 siècle. Personne ne sait ce qui se passera ensuite. Cette structure métallique présente cependant un inconvénient majeur. Il faudrait la repeindre régulièrement pour éviter les problèmes de rouille. Mais les radiations empêchent toute opération de ce genre. À l'heure actuelle, il semble même impossible d'extraire le combustible nucléaire qui se trouve à l'intérieur du réacteur. Seul le temps nous dira si ce projet est viable. Grâce à ce nouveau sarcophage, on a une centaine d'années pour développer de nouvelles technologies qui permettraient de stocker les déchets radioactifs de manière permanente. Les spécialistes prévoient de démanteler progressivement le réacteur une fois que cette nouvelle protection sera en place. Il faudra ensuite trouver un moyen de se débarrasser des matériaux radioactifs. Nul ne peut garantir le succès de ce projet colossal dont le coût dépasse les 2 milliards d'euros. Mais avec le risque croissant d'une nouvelle catastrophe nucléaire, il n'y a pas de temps à perdre. La zone de sûreté contaminée par l'explosion de 1986, qui s'étend sur 4300 km², en est la preuve. Rien qu'avec les niveaux de radiation actuels émis par le plutonium et les éléments transuraniens qui se transforment en plutonium au fil du temps, la région restera encore inhabitable pendant au moins 1000 ans. Le réacteur accidenté de Tchernobyl se trouve à moins de 4 km de la ville de Pripyat. Aujourd'hui, cette cité tombe en ruine. Pripyat comptait environ 50 000 habitants en 1986. C'est ici que l'ex-liquidateur Vladimir Oussatenko a donné rendez-vous à un ancien résident de la ville. Alexander Sirota n'avait que 9 ans quand il a dû quitter Pripyat du jour au lendemain. Le 26 avril 1986, vers 20h, des représentants de la municipalité sont passés dans tous les logements de la ville. Ils nous ont dit qu'une évacuation d'urgence était en cours et qu'on devait se préparer à partir. À ce moment-là, 18 heures se sont déjà écoulées depuis l'accident nucléaire. Les dirigeants de la centrale ne communiqueront aucune information claire avant le soir, pas même à Moscou. Pendant ce temps, le nuage radioactif progresse. Aucun des habitants de Pripyat ne peut imaginer à quel point ce jour fatidique va changer leur vie. Je n'avais pas vraiment peur parce que je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Je ne savais pas que je ne reviendrais jamais chez moi et que mon enfance venait de prendre fin. La catastrophe nucléaire va mettre un terme à la vie tranquille des habitants de Pripyat. 1200 bus sont envoyés pour évacuer la population. Les réfugiés sont hébergés dans des structures provisoires, mais ils ne sont pas toujours les bienvenus.
L'attitude des gens à l'égard des réfugiés était insupportable. Ils nous traitaient comme des parias. Ils avaient peur et ils nous rejetaient. Les habitants de Pripyat ne pourront plus jamais regagner leur foyer. L'évacuation temporaire devient un exil permanent sans le moindre espoir de retour. Je vivais ici avec ma mère. Vous aviez quel âge? J'avais presque 10 ans. Presque 10 ans, c'est terrible. Et vous vous sentiez comment? C'était un jeu pour nous. On ne pouvait pas imaginer qu'on allait quitter la ville pour toujours. Quelques mois après la catastrophe, le gouvernement autorise les habitants à revenir brièvement à Pripyat pour récupérer leurs biens les plus précieux. Mais peu d'entre eux osent s'aventurer dans la zone de sécurité. La plupart des habitants sont bouleversés et ne souhaitent pas revoir les foyers qu'ils ont perdus à jamais. J'ai des photos de notre maison à l'époque. Là, c'est la cour qui se trouve juste devant. J'ai du mal à reconnaître cet endroit. Vous avez vu ça? Ça n'a plus rien à voir. Oui, la nature a fait son chemin. Moi-même, je suis stupéfait de voir à quel point les plantes ont poussé à l'extérieur. Au fil des années, la nature reprend peu à peu possession de la ville. Pripyat est une sorte d'immense capsule temporelle livrée à elle-même depuis 1986. Cette école n'accueillera plus aucun enfant. Les dessins des écoliers de l'époque sont toujours là, dans les salles de classe abandonnées. Les occupants ont tout laissé sur place et ont pris la fuite. Depuis, plusieurs décennies se sont écoulées. On ne se doutait pas que le reste de nos vies serait rythmé par les visites à l'hôpital. Alexander Sirota a survécu à l'accident, mais plusieurs de ses camarades de classe sont morts après avoir été irradiés. À présent, Pripyat n'est plus qu'une ville fantôme. C'est à Kiev, au sein de l'Institut de recherche dédié aux radiations, que les victimes de Tchernobyl et de Pripyat ont été prises en charge pendant des années. L'image des personnes brûlées par les radiations a marqué au fer rouge la mémoire collective de l'Ukraine. Aucune cellule ne peut protéger le corps contre les infections s'il a absorbé une dose de radiation supérieure à 1 sievert. C'est une quantité pratiquement mortelle. En fonction de la durée d'exposition aux radiations, les symptômes peuvent aller de la mort en quelques minutes à de légers effets secondaires à long terme. Des centaines de milliers de personnes ont été irradiées suite à l'accident de Tchernobyl. 30 ans plus tard, beaucoup d'entre elles sont toujours à l'hôpital. J'étais l'un des 8 scientifiques qui ont été envoyés à Tchernobyl en 1986 par le président de l'Académie nationale des sciences. On avait pour mission d'empêcher la propagation de la poussière radioactive. Beaucoup de liquidateurs ne savent pas à quel point l'exposition aux radiations est dangereuse. D'autres n'ont pas été informés de la véritable ampleur de l'accident. On avait extrêmement soif et on ressentait une brûlure insupportable dans la gorge. Toutes les 15 ou 20 minutes, on devait boire d'énormes quantités d'eau. Sinon, on aurait été incapable de travailler. Les liquidateurs creusent un tunnel de toute urgence pour gérer le danger des écoulements d'eau, tandis que le combustible commence à s'échapper du réservoir. Les équipes vont ainsi éviter que d'autres explosions se produisent. Selon plusieurs experts, ce scénario encore plus catastrophique aurait rendu la moitié de l'Europe complètement inhabitable.
Beaucoup de liquidateurs paieront de leur vie ces actes héroïques. Et ceux qui ont survécu ont transmis les effets des radiations à leurs enfants. Qu'arrive-t-il à ce jeune homme? Il a des problèmes au niveau du pancréas. Il présente les symptômes habituels? Oui, et les prélèvements du foie montrent également des niveaux très élevés. D'après le professeur Schumack, c'est peut-être dû à une modification des gènes de son patient. Il suffit parfois de modifier une seule base azotée au niveau de l'ADN pour entraîner des changements considérables dans le fonctionnement du système enzymatique. L'organisme du patient ne parvient plus à lutter aussi efficacement contre toutes sortes d'agressions nocives de son environnement. Pour les médecins, les symptômes que présente cet enfant sont directement liés à l'exposition radioactive subie par ses parents à Tchernobyl. Mais les effets à long terme de la radioactivité constituent un problème à l'échelle mondiale. Retour à Lubmin, au bord de la mer Baltique. Le démantèlement de cette centrale nucléaire allemande a commencé en 1990 et il est toujours en cours. Depuis plus de 25 ans, les jours se suivent et se ressemblent. Les 8 blocs de la centrale sont toujours là. Plus de 700 ouvriers se consacrent depuis des années à la décontamination de ce colosse radioactif. Nos employés passent une visite médicale tous les mois pour analyser les substances qu'ils ont inhalées. Si les valeurs dépassent un certain niveau, l'ouvrier contrôlé doit suspendre son activité dans cette zone pendant un certain temps pour éviter d'éventuels problèmes. Les employés ne doivent pas être exposés à plus de 1000 microsieverts de radiation. Le démantèlement de la centrale nucléaire est un processus extrêmement coûteux. Cela fait des années qu'il aurait dû être terminé. Mais de nouveaux problèmes surgissent continuellement. Les responsables du projet ont dû renoncer à leur optimisme initial et ils estiment maintenant le budget total à 4 milliards d'euros. De grands conteneurs remplis de matériaux radioactifs étaient stockés dans cette salle. Apparemment, certains ont fui. Ou alors, des employés de l'époque ont renversé des substances radioactives en remplissant ou en vidant les tonneaux. Les bâtiments avaient des revêtements de protection, mais ils n'étaient pas toujours efficaces à 100%. Au moment de lancer le projet, les responsables prévoyaient d'extraire la totalité des matériaux radioactifs en l'espace de 18 ans. Il a déjà fallu 25 ans pour en enlever seulement 70%. Et selon des sources non officielles, il faudra encore 40 ans pour que la centrale soit entièrement démantelée. Chaque matériau prélevé sur le site doit passer à travers un détecteur de radioactivité avant de pouvoir être évacué. Nos appareils mesurent le niveau de rayonnement gamma, parce qu'il est particulièrement élevé dans le cas des déchets radioactifs. On mesure également le cobalt 60, le césium 137 et d'autres nucléides. En revanche, on n'analyse pas les rayons bêta. On se contente d'extrapoler leurs valeurs. Ça nous permet d'avoir une très bonne vue d'ensemble du niveau de radioactivité des matériaux. La zone de mesure n'est pas très large. Les objets ne doivent pas dépasser 80 cm d'envergure pour pouvoir être analysés. La masse totale d'une centrale nucléaire de ce type s'élève à environ 1 800 000 tonnes. Selon les estimations, plus d'un tiers de cette masse a été exposée aux radiations. Les équipes mettent en place une réserve de 74 conteneurs spéciaux qui renferment presque 600 tonnes de combustible nucléaire. On a la permission de stocker des matériaux radioactifs dans ces conteneurs, mais seulement pendant 40 ans. C'est la durée réglementaire pour ce type de stockage. Ensuite, on n'aura plus aucun endroit sécurisé où enfermer les substances radioactives. Et c'est la même chose sur tout le territoire allemand. Rien qu'en Allemagne, environ 10 000 tonnes de matériaux hautement radioactifs doivent être stockés.
Mais malgré le savoir-faire technique des experts allemands, aucune stratégie n'a pu être élaborée pour se débarrasser définitivement de ces substances mortelles. Cette terrible impasse est particulièrement évidente dans le cas de la zone de stockage nucléaire d'Asse, la mine de sel qui menace de s'effondrer. 12 000 litres d'eau se sont infiltrés à l'intérieur de la mine. Il faut les évacuer à l'aide d'énormes pompes, puis extraire de toute urgence les 126 000 tonneaux remplis de combustible nucléaire. On analyse la roche qui entoure la cavité de stockage et on se fonde sur l'évolution géologique de la région au fil des millénaires pour faire des hypothèses sur ce qui va se passer. On se base ensuite sur un certain nombre de scénarios possibles pour élaborer des mesures de sécurité appropriées. Chaque tonneau de combustible nucléaire est soigneusement examiné pour vérifier qu'il n'est pas percé. Il est ensuite reconditionné, puis remonté à la surface 700 mètres plus haut. Enfin, le conteneur de transport doit être analysé pour vérifier s'il n'a pas été contaminé par les radiations. C'est un projet à la fois titanesque et inédit. Aucune opération de ce genre n'a été tentée auparavant. Et la mine court toujours le risque d'être inondée sans qu'on puisse rien y faire. Il est très important de mettre en place des mesures de sécurité pour minimiser les dégâts potentiels, que ce soit vis-à-vis de l'environnement ou de la population. L'issue de cette entreprise demeure incertaine. Il est même impossible de savoir si l'opération est vraiment réalisable. Et en cas de réussite, il faudra encore se débarrasser de toutes ces substances extrêmement dangereuses. Dans ce but, une autre équipe tente de convertir cette vieille mine de fer en une zone de stockage sécurisée et définitive. Des machines spécialisées, appelées haveuses, creusent une nouvelle cavité de stockage large de 850 mètres. La mine de Konrad est la seule structure de stockage permanente qui réponde à toutes les normes de sécurité allemandes. D'un point de vue géologique, elle est beaucoup plus stable. Elle n'a été exploitée que pendant quelques années, alors qu'on a extrait du sel de la mine d'Asse pendant plusieurs décennies. 300 000 mètres cubes sont disponibles pour stocker des matériaux radioactifs. Mais d'ici 2022, on s'attend à devoir gérer environ 600 000 mètres cubes de déchets nucléaires. La conversion d'anciennes mines en structures de stockage ne date pas d'hier. Ce genre d'entreprise a échoué plusieurs fois. Il faut trouver une nouvelle manière de faire. Les opérations nécessaires au stockage exigent d'être rapides. Elles ne doivent pas endommager les parois rocheuses et il faut éviter que les puits soient trop encombrés sur le long terme. Le problème, c'est que l'espace disponible est beaucoup trop réduit. À ce niveau-là, le projet n'est pas très convaincant. Mais aucun autre lieu de stockage définitif n'est disponible. Les déchets nucléaires ont été conservés dans des structures temporaires pendant 40 ans. C'est un problème commun à de nombreux pays qui utilisent l'énergie nucléaire. Tchernobyl, avril 1986. Remonte! Encore! C'est pas vrai! Il y a de la fumée partout! Regarde! L'accident de la centrale de Tchernobyl est l'une des plus grandes catastrophes nucléaires de l'histoire de l'humanité. Un territoire de 4300 km² restera inhabitable pendant des siècles. Presque 300 000 personnes ont perdu leur foyer. De nombreuses villes aux alentours de Tchernobyl sont aujourd'hui à l'état de ruine. Seules quelques maisons sont encore intactes. Depuis l'évacuation, plusieurs habitants sont revenus, dont Anna et Igor. Actuellement, près de 80 personnes vivent ici et considèrent qu'il n'y a aucune contamination. On n'a quasiment pas de radiation ici.
Des membres du gouvernement sont venus vérifier les niveaux de contamination il y a quelque temps. Ils ont fait des relevés sur notre terrain, ils ont même examiné notre petit cochon, mais ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit que tout allait bien. Igor s'est foulé la cheville récemment. Ça le gêne pour effectuer plusieurs de ses tâches quotidiennes. Tout ce qu'il ne peut pas faire pousser dans son jardin, il doit l'acheter au prix fort. Un colporteur vient tous les jeudis pour essayer de nous vendre des choses dont on a besoin. Évidemment, il nous les fait payer 2 fois plus cher. Le gouvernement a autorisé environ 180 réfugiés à revenir s'installer dans la zone de sécurité. La nourriture y est chère et les services de santé laissent beaucoup à désirer. Mais pour Igor et Anna, cela importe peu. Ils estiment que leur place est ici, sur leur terre. En revanche, pas un seul habitant de Pripyat n'a pu rentrer chez lui. Autrefois prospère, cette ville est toujours inhabitable en raison d'une trop forte radioactivité, et notamment de la présence excessive de plutonium. Mais l'expert en radiation Vladimir Usatenko considère que les pires conséquences de Tchernobyl sont encore à venir. Des mutations génétiques vont se produire. En général, elles se manifestent au bout de 4 générations, parfois très loin du pays où l'incident a eu lieu. À partir du moment où on a été exposé à des radiations, ces dernières vont continuer leur œuvre, peu importe si cette exposition a duré longtemps ou pas. L'Ukraine n'est pas le seul pays qui a été soumis aux particules radioactives. De nombreuses régions européennes ont également été touchées. 30 ans après l'accident, un immense sarcophage de 31 000 tonnes va être installé sur le réacteur de Tchernobyl pour éviter une nouvelle catastrophe. La précédente enceinte de confinement comporte en effet de nombreuses fissures. Cette nouvelle structure est plus grande que la cathédrale Notre-Dame de Paris et pourrait servir d'abri à la Statue de la Liberté. Un dispositif spécial a donc été créé pour la déplacer. On a posé 2 énormes rails spécialement conçus pour déplacer la structure en toute sécurité. L'arche va coulisser dessus grâce à un système de vérins hydrauliques installé de chaque côté, ce qui permettra de limiter au maximum les vibrations. En raison de son poids considérable, l'arche a été conçue en 2 parties qui seront montées séparément puis assemblées. C'est le moment de vérité pour cette immense structure qui a coûté 2 milliards d'euros. La réussite de la mission tout entière est en jeu. Le système de vérins hydrauliques a été soigneusement élaboré. Une partie d'entre eux va pousser la structure, tandis que l'autre va la tirer vers l'avant. Ça permettra de conserver la plus grande stabilité possible pendant que l'arche coulissera. En déplaçant cette première section de quelques dizaines de mètres, les ouvriers vont pouvoir procéder à la mise en place de la seconde section. La zone de construction doit toujours se trouver le plus loin possible du réacteur. Les 2 demi-arches vont enfin être assemblées puis déplacées au-dessus de la centrale accidentée. Il faut respecter des critères très précis pour que tout se passe convenablement. Le niveau d'humidité ne doit pas dépasser 40% afin d'éviter les problèmes de corrosion au sein de la construction. Aucune réparation, aucun entretien ne pourra être réalisé une fois que le sarcophage aura atteint sa position finale au-dessus du réacteur. Les niveaux de radiation y sont trop élevés. Pour recouvrir entièrement le bloc numéro 4, nous allons devoir pousser l'intégralité de la construction sur près de 330 mètres. Quand on a déplacé la première section sur 125 mètres,
On a atteint les 10 km/h. Ce serait bien qu'on arrive à nouveau à cette vitesse. Une fois que le sarcophage sera mis en place au-dessus du réacteur, le terrible potentiel destructeur de Tchernobyl sera enfin maîtrisé. Pour quelques années en tout cas. 30 ans se sont écoulés depuis la catastrophe. Tchernobyl a révélé au monde le potentiel destructeur de l'énergie nucléaire mal maîtrisée. Remonte! Encore! C'est pas vrai! Des milliers d'hommes et de femmes ont payé de leur vie cette énergie dite bon marché. Beaucoup d'entre eux resteront dans l'histoire comme de véritables héros. On essaie de ne pas penser à la gravité de notre maladie et à la mort qui approche. Si on se laisse abattre, alors le pire peut arriver. Il vaut mieux se dire que nos douleurs sont dues à la vieillesse. Près de 440 centrales nucléaires sont actuellement en activité. Chacune d'entre elles renferme suffisamment de potentiel destructeur pour déclencher une véritable apocalypse. Il est peut-être temps de changer notre manière de voir les choses.